Merci de cette invitation. Alors, je vais parler peut-être, au moins pour certains d'entre vous, un peu depuis un ailleurs, dans la mesure où je ne suis pas du tout en linguistique et vous allez très vite vous en apercevoir. Donc, mon approche est plutôt celle des sciences de l'information et de la communication, dont d'ailleurs Marianne Pavot a parlé ce matin. Et plusieurs d'entre vous le savent, puisque certains y ont même fait référence dans leurs interventions. J'ai effectivement proposé cette notion de présence numérique en 2009 dans le cadre, je dirais, d'une réflexion sur l'identité numérique et pour justement opposer en quelque sorte une notion alternative qui pourrait porter une certaine critique. Alors, le terrain, je dirais pas vraiment un terrain au sens classique du terme, mais l'objet que j'examine, c'est les modes de construction relationnelle, aussi bien qu'informationnelle, et il est absolument fondamental pour moi de ne pas séparer les deux. Donc des individus en réseau. Alors bien sûr, je regarde en priorité, disons, ce qui se passe sur le web, mais aussi aujourd'hui, bien sûr, à travers des applications, mais disons que c'est ce type d'interaction que j'étudie, beaucoup plus que d'autres formes qui ont pu faire l'objet de recherches dont on a parlé aujourd'hui, des systèmes de téléenseignement, par exemple, etc. Alors, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est en quoi la présence donc, peut être un concept opératoire, non seulement pour décrire l'écosystème numérique. On a déjà pas mal parlé de cette approche écologique, j'y reviendrai. L'écosystème numérique, mais surtout l'évolution de cet écosystème. Et puis aussi, je le disais, donc, c'est de développer une approche critique, notamment pour confronter présence numérique et identité numérique. Alors vous allez le voir, mon approche, et c'est ce que je vais surtout développer aujourd'hui, s'appuie sur une conception environnementale du numérique et sur donc, une conceptualisation du profil comme architecture informationnelle d'un nouveau mode donc, que je qualifie d'existence transmédiatique. Alors j'ai représenté là sous forme d'un schéma très simple l'idée déjà d'un système, disons, d'emboîtement. Je commencerai par parler de l'identité numérique. Je vais essayer d'aller assez vite parce que c'est déjà très, très documenté, mais pour le situer, bien sûr, pour ensuite opérer un déplacement donc, vers cette notion de profil qui me semble beaucoup plus large et déjà permettre beaucoup mieux de comprendre de nombreux enjeux du numérique. Et enfin, la notion, donc, à mon avis, centrale d'environnement. Alors, je vais évoquer, en fait, et d'abord, j'emploierai un peu indifféremment le mot de présence pour progressivement, je l'espère, rendre plus précise le sens que je lui donne. Mais je vais évoquer plusieurs catégories de présence, plusieurs degrés de présence, plusieurs qualités de présence, depuis les traces, le score social, les réputations, la popularité, etc., en essayant surtout de montrer que derrière ces différentes qualités de présence, il y a des compréhensions différentes de l'Internet, de l'environnement numérique et au-delà de ce que la société est en droit d'en attendre. Alors, je vais donc commencer par quelques observations qui, à ce jour, n'ont plus grand-chose d'original sur l'identité, mais d'abord peut-être en me resituant par rapport à d'autres discours sur la présence, qui vous sont d'ailleurs peut-être plus familiers à vous-même qu'à moi. Alors d'abord, cette notion de présence à distance, avec bien sûr référence au texte assez fondateur, je l'ai relu récemment, de Jean-Louis Wasberg, dans lequel il y a vraiment beaucoup de choses encore très, très intéressantes pour nous aujourd'hui. Alors, ce qui me paraît intéressant, je brûle évidemment beaucoup d'étapes, mais ce que je voudrais déjà suggérer comme hypothèse, c'est que le paradigme de la proximité me semble s'être substitué donc, à ce paradigme de la distance dans les interactions en environnement numérique. Je pense que très largement, la présence numérique n'est plus vécue sur le mode d'une téléprésence.
mais plutôt d'une présence au monde, un monde connecté, un monde très, très fortement, bien sûr, médié par toutes sortes de dispositifs technologiques, mais c'est une présence au monde, et je reviendrai tout au long de ma présentation sur cette idée. Alors, là, je voudrais faire une allusion, qui est peut-être un peu un grand écart, mais au concept de distance et de présence, justement dans les théories, la théorisation de l'information à distance, qui s'est beaucoup penchée sur cette question, où si on essaie de le regarder un peu sur le temps long, on peut voir là aussi qu'il y a eu un amenuisement en quelque sorte dans les théories elles-mêmes, dans les travaux de recherche sur cet objet, amenuisement de la distinction entre présence et distance, au profit d'une attention à des processus ou des phénomènes d'hybridation, de prolongement, alors d'abord de complémentarité, mais très vite d'hybridation. Donc ça, je trouve que c'est très révélateur, et ça va bien sûr dans ce sens. Alors, je pense que la présence, ce que j'appelle moi la présence numérique, doit être tout à fait située dans cette évolution, et donc cet amenuisement de l'opposition présence-distance. Ensuite, la question de l'écran. Alors là aussi, je suis un peu hérétique sans doute parmi vous, puisque c'est ce qui définit votre communauté, surtout ce colloque, dans sa continuité même, c'est cette question de l'écran. Alors, pourquoi hérétique ? Parce que je pense que ce paradigme de la médiation par l'écran me paraît lui aussi devoir être un peu révisé. Alors, bien sûr, les écrans, non seulement sont toujours présents, mais se sont multipliés, diversifiés, couvrant un très vaste spectre de formats d'interaction, de la communication asynchrone écrite à la communication synchrone visuelle, voire sensorielle. Mais en se démultipliant, alors ils se sont également interconnectés, ça je pense que c'est extrêmement important, c'est-à-dire que toute étude qui n'étudie qu'une situation très découpée, très univoque, perd à mon sens quelque chose de très important justement dans l'interconnexion des écrans avec d'autres, donc de certains dispositifs avec d'autres dispositifs. Et je pense que cette interconnexion généralisée, ou en tout cas croissante, a pour effet que la présence s'exerce aujourd'hui autant dans un hors-champ qu'à la surface des écrans. D'autre part, je pense que la mise en avant exclusive, je ne dis pas qu'il faut l'évacuer bien sûr, mais exclusive de l'écran pour penser ces questions de présence risque de limiter la présence numérique, premièrement, à des effets visuels, à des effets, deuxièmement, de surface, c'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, manquer largement tout ce qui se joue dans la profondeur des couches informationnelles, et en particulier les métadonnées. Et même pour aller au-delà, je dirais que cette attention à l'écran incite à s'intéresser à ce qui a été d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui comme des effets de présence. Alors moi, je ne m'intéresse pas aux effets de présence, je m'intéresse à la présence. Je pense que la présence numérique, en tout cas celle que je vais essayer d'évoquer, c'est pas un effet de présence, c'est une forme de présence. Alors, pour réintroduire cette profondeur algorithmique, cette dimension aussi scripturale très importante des échanges numériques, donc dans la présence numérique, je pense qu'il faut peut-être déplacer un peu le point de vue par rapport à cette seule focalisation sur les écrans. Autre paradigme très fréquemment présent dès lors qu'on se penche sur ces questions de présence à distance, de télécommunication, etc., c'est bien sûr le paradigme de l'interaction homme-machine. Donc, à ce moment-là, on tourne un peu autour de la question, la présence numérique, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire être devant, derrière une machine, à côté, avec, dedans, etc. Alors, j'illustre volontairement par un schéma
lui-même très schématique, on peut dire, hein, très, très simpliste, mais pour simplement signifier que là aussi, je pense qu'il faut maintenant prendre avec une certaine précaution ce modèle qui, à mon sens, est contre-productif pour penser la présence numérique en environnement, dans la mesure où il va favoriser le maintien d'une séparation. Il va induire de penser ces effets de présence justement comme des effets parce que dans le cadre d'un face-à-face binaire, qui reconduit finalement toujours peu ou prou l'idée d'une coupure entre virtuel et réel, entre médié et non médié, c'est-à-dire que ça présuppose une relation possible sans médiation, ce à quoi je ne crois pas. Ça oblitère surtout les fonctions de régulation sociale, d'organisation des connaissances, de réglage des distances informationnelles auxquelles contribue l'ensemble des dispositifs techniques. Alors, il y a aussi dans ce paradigme de l'interaction en machine, évidemment, celui de l'activité et de l'interactivité. Et là, je voudrais évoquer, alors sans forcément y souscrire totalement, mais il y a un aspect de cette critique qui m'intéresse, une critique de l'interactivité très ancienne faite par Lyotard en 88, qui est justement une critique d'une valorisation systématique de l'activité au détriment de ce qu'il appelle la passibilité. Je cite une très brève phrase de Lyotard à ce sujet. « On ne demandait pas des interventions aux regardeurs quand on faisait de la peinture, on alléguait une communauté. » Ce qui est visé aujourd'hui, c'est au contraire, donc aujourd'hui en 88, mais je pense que c'est encore assez vrai, c'est au contraire que celui qui reçoit ne reçoive pas, c'est qu'il ne se laisse pas décontenancer, c'est son auto-constitution comme sujet actif par rapport à ce qu'on lui adresse. Or, je trouve cette critique très intéressante et finalement assez transposable pour penser la présence numérique. J'aime beaucoup cette formule. Être passible d'un contenu, c'est y être confronté comme membre d'une communauté. Et là, déjà, je crois que dans cette idée, on se rapproche de ce que j'appelle la présence numérique, qui n'implique donc pas forcément nécessairement d'être actif ou hyperactif, hein, mais d'être confronté effectivement à des informations, des données, des autres, comme membre d'une communauté. J'aime beaucoup cette idée de passibilité qui, à mon avis, en fait, est beaucoup plus proche, hein, de notre présence diffuse sur les réseaux. En tout cas, peut-être il faut repenser cette présence comme un mixte, hein, de passibilité et d'activité, et souvent d'une traduction de l'une par l'autre. Bon, ça va peut-être s'éclairer davantage par la suite. Alors, une autre approche assez attendue ou convenue de la présence numérique en général, ça va être l'entrée par le paradigme de la virtualité, qui connaît évidemment, je dirais régulièrement des sursauts, qui connaît un renouveau, notamment aujourd'hui à travers bien sûr les nouveaux dispositifs du type Oculus, etc., qui sont en train de se banaliser. Et là, je citerai justement une phrase de Jean-Louis Weisberg que j'évoquais tout à l'heure. Donc en 2000, il écrivait, à propos des dispositifs interactifs de présence simulée, « Il faut appréhender la confrontation interactive comme une catégorie de la communication, c'est-à-dire un mode singulier de commerce entre des subjectivités et des supports, obéissant à des contraintes particulières, dont leur programmaticité, au sens informatique du terme, est certainement la principale. » Alors, je reprends cette citation de Weisberg. Pourquoi ? Parce que je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre que cette programmaticité, pour reprendre son terme, donc qu'on associait en 2000, mais je crois encore souvent aujourd'hui, à des dispositifs très particuliers, donc notamment dits de réalité virtuelle, de réalité augmentée ou de simulation. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, cette programmaticité, elle s'est généralisée à l'ensemble des échanges connectés. Elle s'est mélangée, hybridée, hein, à la dimension purement relationnelle et sociale des interactions. Donc très au-delà, hein, de dispositifs
qui entendent explicitement reproduire, simuler ou répliquer quelque chose de la présence à travers un régime de manifestation. Alors, toujours autour du paradigme de la virtualité, autre approche, autre acception, je dirais, du virtuel, c'est l'idée de la projection dans un sens, à ce moment-là, vous le comprenez, un peu plus fantasmatique, c'est-à-dire, d'un côté, j'ai essayé très vite de rejeter une approche qui serait trop technologiste, qui se focaliserait sur les écrans, mais il y a aussi une approche à l'autre bout qui est excessivement comportementale, c'est-à-dire à la fois socio-psychologique et médiatique, qui va se focaliser, elle, sur la posture d'exposition de soi des utilisateurs, des internautes sur les réseaux, avec donc comme corollaire le fait de décrire, de désigner la présence numérique comme une pratique sociale, et là je cite Grandjean et de Nouël, une pratique sociale de mise en visibilité de soi sur Internet, pour laquelle le public est ratifié, mais pas complètement identifié. Donc c'est ce principe de projection qui autoriserait toutes les fictions, toutes les virtualisations de sa propre personne, de sa propre identité, voire de sa propre présence. C'est cette idée, donc, ce fantasme de se mettre dans la peau d'un autre, pas forcément avec une posture d'usurpation, bien sûr, mais peut-être davantage donc, de projection. Alors, si j'ai choisi cette diapo pour l'illustrer, bon, bien sûr, certains d'entre vous ont peut-être reconnu une déclinaison d'une autre image plus célèbre, mais justement, c'était pour changer un peu que j'ai pris celle-ci. Alors, est-ce que ça renvoie, est-ce qu'il faut interpréter la différence entre le chien et le chat? Ça, je ne sais pas, mais vous connaissez donc peut-être le fameux dessin publié et reproduit à l'envi, qui dit exactement la même chose, mais avec un chien. Donc, qui renvoie dans les années 90, dans le premier web, justement à cette idée que la présence numérique est une présence très incertaine, très douteuse du point de vue de sa véracité en tout cas, et que c'est au contraire le lieu, c'est pas forcément d'ailleurs d'une manière critique qu'on fait cette observation, c'est un lieu de liberté où les individus peuvent donc s'inventer toutes sortes d'identités. Et puis très rapidement, l'évolution de l'écosystème numérique a bien sûr non seulement atténué ou relativisé cette modalité, mais on peut même dire qu'il l'a totalement inversée. Et vous trouverez d'ailleurs d'autres dessins en écho avec ce dessin ou cette photo de personne ne sait que vous êtes un chien ou un chat, d'autres dessins qui vont dire le contraire, qui vont dire au contraire, aujourd'hui, non seulement on sait que vous êtes un chien, mais on sait que votre pedigree, c'est celui-là, que vous mangez telle marque de canigou, que vous promenez dans tel parc, etc. Ce retournement, c'est donc celui qui correspond à l'économie de la traçabilité, qui s'est mise en place progressivement dans l'environnement numérique, et qui a produit un déplacement très important, je vais y revenir à plusieurs reprises, qu'on peut qualifier de passage d'un web des documents à un web des profils. Donc dans le web des documents, effectivement, c'était relativement le règne de l'anonymat, qui a été extrêmement mis en avant donc, au début de l'Internet, de la présence des personnes sur Internet. C'était la découverte de cette espèce de terrain de jeu infini où on pouvait effectivement décliner toutes sortes d'identités en restant anonyme. Ensuite, on est passé à l'hétéronymat, c'est-à-dire que l'anonymat strict rapidement est devenu impossible. Restait possible une multiplicité de noms, enfin la manière dont on apparaît. Et puis, c'est rapidement développé toutes les technologies du ciblage comportemental, j'en parle un petit peu, et des logiques affinitaires qui font qu'au contraire, cet espace d'anonymat possible, qui est à la fois un espace d'invisibilité et de visibilité fantasmée, projetée, se réduit considérablement.
Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé, j'y viens. Autre paradigme un peu omniprésent autour de ces questions de présence et surtout d'identité numérique, c'est le paradigme de l'image, le paradigme de l'image de soi. Alors là aussi, je suis assez critique. Bon, je dis les choses de manière radicale pour aller vite, bien sûr. Ça demanderait quelques nuances, mais je pense que rapporter la multimodalité socio-technique de la présence en ligne à simplement une mise en image ou une mise en scène ou une narration de soi, hein, ça a été repris tout à l'heure, même en m'associant moi-même à cette idée. Or, non, je la rejette assez radicalement. La présence numérique ne peut en aucune manière se réduire à une image de soi ou une narration de soi, même si, bien sûr, en revanche, ça peut constituer certains aspects de cette présence numérique. Alors, pourquoi je pense que c'est, là encore, non pertinent pour penser et décrire la présence numérique, c'est parce que ça revient à transposer, en fait, sur la toile, enfin, ce que j'appelle encore la toile, le réseau, une grille de lecture qui, je crois, a été conçue par et pour un autre modèle communicationnel, qui est celui des médias de masse, dont les logiques d'audience et de broadcast ne peuvent absolument pas être assimilées aux mécanismes, ou transposées comme ça, purement et simplement, aux mécanismes de codage, d'indexation et de traçabilité, donc qui, eux, sont le propre d'Internet. Des pratiques qui aujourd'hui sont assez connues et souvent commentées, comme le quantified self, hein, le fait de se quantifier soi-même sans arrêt par le biais de petits dispositifs souvent corporels, mobiles, ce qu'on appelle aussi le personal branding, le fait de vendre justement ses qualités, enfin de transformer sa personne en une marque dont on va faire la promotion, ou plus largement ce qu'on appelle l'e-réputation. Toutes ces pratiques ont peu de choses à voir avec l'exhibition de soi telle qu'elle est orchestrée, par exemple, dans la télé-réalité. Hein, et souvent, je pense que c'est en fait cette imagerie, justement, sans jeu de mots, qui a fait, elle aussi, en son temps, couler beaucoup d'encre, que beaucoup cherchent à transposer sur le web, notamment, bien sûr, autour de tous ces discours sur l'exhibition considérée comme toujours excessive, en particulier des jeunes, etc., etc. Alors, je crois qu'il faut absolument, et très important, au contraire, de marquer les différences. Dans un cas, celui, donc je dirais le modèle de la télé-réalité, mais qui a bien sûr essaimé dans d'autres dispositifs. Dans un cas, on est dans un régime spectaculaire qui fonctionne sur une coupure scénique et sur une convergence des regards vers un espace-temps attentionnel unique. On est peut-être là sans doute plus proche du fameux quart d'heure de célébrité, hein, prédit par Andy Warhol en son temps. Dans l'autre cas, donc dans l'environnement numérique, on est dans un système conversationnel alimenté par le traitement algorithmique de métadonnées. Donc je pense que ça n'a plus rien à voir. Les traces laissées par les internautes ne peuvent pas être analysées uniquement sous cet angle de l'image de soi ou de l'exhibition de soi ou de la fabrication d'une image de soi, parce qu'elles sont l'émanation d'un comportement social et d'une activité de navigation avant de traduire une quelconque intention de sens ou de pouvoir. Alors je crois que ce paradigme du soin de son image présuppose toujours au contraire une intentionnalité, une conscience, même s'il peut évidemment y avoir une instrumentalisation de ce désir, de cette conscience et de cette intention. C'est typiquement le cas de la télé-réalité, mais il y a quand même bien, de toute évidence, une intentionnalité. Si la présence numérique s'arrêtait aux représentations délibérées que des internautes fabriqueraient d'eux-mêmes, il n'y aurait ni le phénomène de la personnalisation de l'information, qui a été un peu évoqué, je crois, ce matin, et sur lequel, effectivement, j'ai beaucoup écrit, ni ciblage comportemental, ni, finalement, big data possible. Autre paradigme très souvent convoqué, y compris, d'ailleurs, par moi-même, pour s'approcher de cette présence numérique, c'est celui de l'empreinte.
Alors, si on ne peut pas penser la présence numérique comme image, on peut en effet être tenté d'assimiler cette présence ou cette identité sur les réseaux à plutôt une forme de sécrétion numérique. C'est-à-dire, on va complètement de l'autre côté, si je puis dire, et là on va mettre en avant le fait que c'est une traçabilité coupée de toute intention, c'est-à-dire de toute énonciation, et a fortiori de toute visée rhétorique. Alors, beaucoup de discours vont dans ce sens. Moi-même, j'ai développé en partie toute une réflexion autour de ça. Mais là encore, je pense qu'il faut également voir les risques à trop se focaliser sur cette seule dimension d'empreinte. D'abord, un peu comme le discours sur l'exhibition, c'est souvent un discours qui va être utilisé ou détourné pour culpabiliser ou infantiliser les internautes, en imposant l'idée qu'ils sont en quelque sorte trahis par leurs traces. Alors, c'est ce que j'appelle donc une acception symptomale de la présence numérique, qui va transposer sur l'environnement numérique. Donc c'est une interprétation d'abord sémiotique, en fait, effectivement, celle de l'empreinte, telle que l'a définie, en tout cas dans un premier temps, Ginsburg, qui est donc comprise comme une empreinte révélatrice d'un insu. Et plus la trace sera involontaire, plus elle aura valeur de preuve, de symptômes ou d'attestation. Alors, l'intérêt, bien sûr, de cette approche, c'est quand même de rappeler que la traçabilité ne se résume pas donc à un simple changement de support de nos inscriptions, et qu'effectivement, les traces numériques produisent de l'information sur nos comportements, donc je le disais, avant même qu'il y ait un message cadre qui vienne les intentionnaliser. Et c'est vrai que beaucoup de nos traces numériques sont déposées, bien sûr, à notre insu ou hors de notre vue, de notre conscience, plutôt sous la forme d'enregistrements un peu sismographiques de nos connexions, nos navigations, nos dispositions, nos relations, etc. Mais de là à leur conférer la même valeur symptomale que le lapsus ou l'empreinte laissée par un criminel ou un animal traqué, évidemment, là, je pense qu'il y a un enchaînement qu'il faut regarder plus prudemment. Pourquoi ? Parce que cette conception donc, fait des traces numériques non un attribut ou un actif, mais une manifestation, donc je disais, qui me trahit, et qui bien sûr donc suppose que je ne peux pas avoir ni de maîtrise, ni même d'intelligibilité sur mes propres traces. L'empreinte prise dans ce sens appelle en fait le discours d'un autre, le discours de l'expert. Alors évidemment, dans le cas du symptôme médical, ça sera bien sûr justement le corps médical. Et dans le cadre du symptôme numérique, eh bien, justement, toute la question est là. C'est-à-dire qui va interpréter ces symptômes numériques, qui va interpréter l'historique de mes parcours, le graphe de mes liens, le nombre de mes clics, de hits, de likes. Et bien évidemment, vous le savez, la réponse aujourd'hui tend à être une réponse algorithmique. C'est-à-dire seuls les algorithmes, des puissances de calcul capables de brasser des grandes masses de données, seraient en mesure d'atteindre et de formaliser cette présence symptomale. Bon, je n'ai pas besoin d'insister beaucoup, je pense, sur les dérives possibles et les limites de cette approche. Je vais peut-être passer très vite sur cette diapo-là qui redit d'autres choses sur les traces. Je voudrais ne pas être trop longue. Simplement pour en arriver à l'idée quand même qu'à travers ce paradigme de la traçabilité, qui me semble néanmoins absolument central pour comprendre quelque chose de cette présence numérique, on est arrivé chez plusieurs auteurs, dont moi-même, à considérer que l'identité numérique, dans un sens en tout cas relativement étroit, mais quand même assez précis, peut être définie comme la collection
de nos traces, à condition, bien sûr, de prendre justement à ce moment-là en écharpe l'ensemble des traces qui sont de nature très variée et de degrés, justement, notamment d'intentionnalité extrêmement différents. Donc depuis les écrits, les contenus audio, vidéo, les messages explicites qui vont être postés sur des forums, des blogs, etc., jusqu'aux logs de connexion, évidemment, beaucoup moins signifiants en eux-mêmes, en quelque sorte infra, on est sous le sens. Donc la totalité de ces traces, la corrélation aussi de ces traces, peut être considérée effectivement comme ce qui va composer un instant T, puisqu'évidemment, justement, ces traces changent constamment, un instant T de notre identité numérique. Alors, le corollaire rapidement de cette première définition, première approche par la traçabilité, par la trace, c'est le tracking ou le traquage ou le traçage. Bon, il y a plusieurs formules possibles. C'est le fait que, bien sûr, la présence fait l'objet, à partir de là, peut faire l'objet, fait l'objet de traces. La trace étant insignifiante en elle-même, très, très souvent, je le disais, puisqu'on est très souvent, en quelque sorte, sous le sens, elle est infinitésimale. Seule la trace, c'est-à-dire à la fois le suivi, la mise en mouvement, la veille et la mise en corrélation de ces traces, va prétendre pouvoir leur donner du sens. Alors, cette traque, elle est effectuée d'abord, bien sûr, par, je dirais, des agents externes, c'est-à-dire les plateformes et leurs innombrables partenaires, mais aussi, bien sûr, vous le savez, corrélativement, on incite les internautes à pratiquer eux-mêmes cette traque, à la fois sur eux-mêmes, comme ici. Je ne sais pas si c'est lisible, mais c'est un track yourself, avec la métaphore du plan de métro. Donc une traque de soi-même et aussi, bien sûr, accessoirement, une traque des autres. Donc le tracking devient une modalité de la présence en soi. C'est une compétence numérique spécifique, très valorisée aujourd'hui, une capacité à s'administrer soi-même, à administrer ses métadonnées. Alors j'ai évoqué plusieurs fois là déjà la notion d'intention. On peut, à partir de là, voir une sorte d'inversion. C'est-à-dire que la part intentionnelle de nos traces, on le sait aujourd'hui, de nos traces numériques, est moindre que les traces non intentionnelles. Et l'intention, finalement, elle n'est plus donc dans l'intention de signification ou d'expression. L'intention, elle est donc dans ce que révèle cette traçabilité. Je prends ce terme notamment par allusion au texte de Battel qui parle d'une base de données des intentions. C'est-à-dire que la collecte et la corrélation, les agrégations des traces produisent, ou en tout cas c'est la visée explicite des acteurs économiques et techniques qui opèrent ces corrélations. Donc ça vise à constituer des bases de données des intentions, c'est-à-dire qu'on établit un rapport quasiment de cause à effet entre, par exemple, ceux par où je suis passé, ceux avec qui je me suis connecté, ceux que j'ai été consulté sur un site d'achat et mes intentions, c'est-à-dire ceux que je vais désirer, ceux que je vais vouloir adopter, acheter, ceux pour qui je veux voter, etc. Donc, il y a évidemment une intention très, très nette de réduction de l'incertitude, et avec cette idée un peu folle que plus on collectera de données, plus on pourra réduire cette incertitude finalement en anticipant l'intention. Vous savez qu'on voit partout maintenant, vous n'avez même plus besoin d'exprimer ce que vous voulez, on vous le donne avant même que vous formuliez la question. C'est la réponse avant la question. Alors je vais très vite aussi là-dessus. Évidemment, ça se traduit donc par une marchandisation de la présence numérique. Ce que je veux juste pointer là sur cette marchandisation, c'est le fait que ça va entraîner une fragmentation de la présence en indices de valeur. Ce
qui va compter, c'est pas du tout la cohérence. Vous voyez, quand on parle d'agrégation de traces, c'est pas pour recomposer quelque chose de cohérent, c'est pas du tout ça, en fait. Les mises en corrélation, au contraire, fabriquent encore plus de fragmentation. L'idée étant que chaque facette de mon identité numérique soit susceptible elle-même de produire et de susciter des inscriptions, des relations, d'autres agrégations qui vont alimenter en fait des profils qui sont des profils statistiques, hein, qui sont pas du tout, qui ne vont pas forcément coïncider avec une personne. Alors on en arrive à la fameuse formule d'Olivier Tchède, qui est un chercheur en infocom très, très, très actif sur ces questions à travers son blog qui s'appelle Affordance Info notamment. Fameuse formule qui a été souvent reprise depuis, qu'il a proposée en 2009 dans le numéro d'Hermès que j'avais coordonné sur la traçabilité. L'homme est un document comme les autres. Alors autour de cette idée donc que la documentarisation s'étend aux personnes et même cette documentarisation des personnes devient centrale, devient le moteur principal des agencements numériques. Donc il y a à la fois une socialisation de l'indexation et une indexation de la socialisation. Et ce qui m'intéresse pour, disons, compléter ou poursuivre cette proposition d'Olivier Tchède, c'est de voir que comme les individus ne peuvent en effet ni endiguer ni contrôler la captation de leurs données, finalement il ne leur reste qu'à contribuer eux-mêmes à les documenter et en quelque sorte en surjouant le jeu des algorithmes, ce qui permettrait peut-être de dire que l'homme n'est pas un document tout à fait comme les autres, puisque c'est un document qui participe à sa propre documentarisation. Comment ? À travers des collègues, des indexations, des cueillettes, des avis, etc. Et puis aussi à travers des stratégies relationnelles, ce que Dominique Cardon a appelé le design de sa visibilité, c'est-à-dire en fonction notamment des plateformes, un ajustement des modes et là aussi des curseurs de manière d'apparaître sur le réseau. D'autres ont parlé de SEO de soi, c'est-à-dire vraiment un développement d'une compétence particulière de gestion de ses propres métadonnées. On voit qu'à ce moment-là, ce qu'on pourrait appeler l'éthos numérique consiste plus du tout à rendre manifeste un tempérament, des traits de caractère, un récit de vie, des qualités morales, comme l'éthos classique, mais simplement à montrer en fait son habileté à épouser les normativités statistiques de l'environnement technique. Alors comment ? À la fois, à l'instar des machines qui apprennent les régularités de l'internaute, l'internaute va apprendre à tirer profit des automatismes qui enregistrent ses habitudes. Donc évidemment, c'est ce qu'on peut voir chez certains utilisateurs, par exemple, très aguerris de Facebook, qui comprennent parfaitement, je dis Facebook, mais ça peut être aussi Twitter, prenez l'exemple que vous voulez, qui savent très bien tirer profit, qui comprennent le mécanisme et qui vont savoir effectivement produire avec un maximum de certitude tel effet, déclencher telle viralité, etc., par la connaissance des règles du dispositif. Donc d'un côté, l'usager peut faire de chaque variable quantitative produite par les plateformes un capital relationnel et un degré d'influence qui vont le valoriser dans un réseau. Et de l'autre, il peut régler ces relations lui-même en fonction des scores que ça va lui rapporter. Donc là, on voit bien qu'il y a tout un système stratégique et de négociation qui peut se développer. Une autre approche que je voudrais évoquer également là, très, très brièvement, c'est la question de l'absence. Je ne vais pas du tout développer, ça serait toute une conférence en soi, mais une forme possible disons pour introduire cette question de l'absence, c'est la question, peut-on se retirer, peut-on se soustraire, peut-on s'absenter de ce milieu numérique et de son fonctionnement. Alors, je voudrais par là évoquer deux aspects de cette tentation de se soustraire. La première forme, c'est l'effacement des traces, qui est en fait, bien que très présent aujourd'hui dans pas mal de revendications ou d'offres
qui sont proposés. Je pense que là, on est dans le registre de l'illusoire, voire du dangereux. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un marché de l'oubli qui s'est développé et qui est exactement parallèle et corrélaire au marché des traces. Il lui est dépendant, bien sûr. Et très souvent, les sociétés, les firmes ou les assurances qui vont vous promettre de nettoyer votre présence numérique, c'est-à-dire nettoyer de toutes les traces qui pourraient être nuisibles ou gênantes, en fait, va beaucoup plus souvent consister à noyer ces traces considérées comme nuisibles dans d'autres traces. C'est-à-dire, en fait, justement, on ne peut pas en général les effacer, du moins on ne peut jamais avoir la certitude de les avoir toutes effacées, qu'elles ne vont pas se répliquer quelque part où on n'avait pas vu. Donc le seul moyen de les rendre non pas inaccessibles mais peu visibles, c'est d'en mettre beaucoup plus par-dessus et de savoir correctement référencer les bonnes traces afin de faire reculer en quelque sorte les autres. Et puis l'autre approche, l'autre désir, l'autre forme de ce désir de soustraction, c'est le droit à l'oubli, mais dans son sens, dans le sens étroit qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire celui du déréférencement, son sens juridique en fait, tel qu'il a été établi récemment en Europe par le législateur. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça confirme que la mémoire des traces est d'abord une mémoire d'indexation, et non de souvenir ou de commémoration. Je reviendrai tout à l'heure un peu sur la commémoration. Au passage, on peut noter qu'il confère bien sûr aux moteurs de recherche un droit de régulation mémorielle considérable qui est dépolitisé, décollectivisé, déshistoricisé. Donc c'est quand même là aussi assez inquiétant. Alors, la présence algorithmique, j'en ai déjà largement parlé. Simplement, donc, rappeler ce qui me paraît important, c'est que ces profils, ce profilage algorithmique, il ne cherche pas à circonscrire vraiment une personne. C'est-à-dire que ce sont des constructions statistiques qui résultent effectivement de nos parcours, mais croisés avec beaucoup d'autres parcours, et qui produisent en fait des profils virtuels finalement. C'est typiquement le cas par exemple chez Amazon. Mais bien sûr, ces constructions statistiques, c'est pas juste quelque chose qui viendrait après, qui serait une sorte d'interprétation de nos parcours, mais il y a bien sûr une boucle rétroactive. Et ces profils statistiques, ce sont en fait des moules dans lesquels les plateformes et les dispositifs de personnalisation nous incitent à nous conformer. Alors, encore un mot sur les algorithmes. Il y a beaucoup de fantasmes sur cette puissance algorithmique. Alors, c'est très difficile de trouver, je pense, la bonne mesure. À la fois, évidemment, il y a une relative... on peut peut-être parler d'une sorte de toute-puissance des algorithmes dans cet environnement. En même temps, il y a beaucoup de fantasmes sur la nature, en fait, de cette puissance. Et je crois que ce qu'il faut rappeler, comme le fait Dominique Cardon, c'est le fait que ce que les machines calculent, c'est-à-dire ce qu'elles sont capables de repérer, anticiper, exploiter, ce sont en fait nos routines, ce sont nos régularités comportementales. Donc l'algorithme n'est pas extra-lucide, l'algorithme n'est même pas indiscret. Il ne cherche pas, évidemment, d'abord, il n'y a pas d'intention. C'est pas quelque chose qui va viser, en fait, une singularité profonde de l'individu, ou je le disais, une sorte de totalité de l'individu. C'est plutôt capter des rythmes, des routines. C'est en minutes ? Bon. Je pense que je ne vais pas y arriver parce que... Bon, je vais sauter des diapos. Alors, un mot sur l'attention qui me semble extrêmement importante aussi. On a souvent défini la présence, en particulier, là encore, dans les environnements virtuels. Et dans la mesure pour la mesure de cette présence, on l'a souvent définie par rapport à l'attention. Au fait de soit se fixer, soit se focaliser, soit accorder une attention dans une certaine continuité à un objet, un mouvement, un contexte, etc. Alors, par rapport à ça, je pense que là aussi, il faut largement repenser cette notion de l'attention. Et là, j'emprunterai plutôt
une proposition faite par Yves Citon, qui, vous savez, a écrit beaucoup sur l'attention, notamment donc, un ouvrage qui s'appelle « L'économie de l'attention », et qui rappelle qu'en fait, l'attention, on peut la concevoir de deux manières. Une attention monofocale, qui va porter sur un seul objet, qu'on va penser par rapport au faisceau oculaire, notamment. Et ça, c'est ce qu'on retrouvera dans l'approche par les écrans. Mais aussi une attention qu'il qualifie de multiplanaire, c'est-à-dire qui associe une pluralité de couches, qui permet en quelque sorte d'être attentif à quelque chose tout en étant distrait, etc. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais je pense que cette idée d'attention décentralisée est elle aussi beaucoup plus proche de ce que j'appelle la présence numérique. Alors, pour évoquer le profil, je vais résumer, donc je vais passer ces diapos pour développer peut-être ici, avec celle-ci. Là, je voulais évoquer mon hypothèse selon laquelle le profil, l'entrée par le profil me paraît, au contraire de beaucoup d'autres que j'ai évoqués jusqu'à maintenant, me paraît très pertinente, notamment parce qu'elle permet de voir comment, justement, il y a eu une évolution de l'environnement numérique, et le profil lui-même, qui au départ, dans le tout premier web, ne désignait qu'au mieux une liste de préférences, un historique de logs, en fait une liste de paramètres, hein, est devenu progressivement quelque chose de beaucoup plus complexe, avec une dimension à la fois documentaire et une dimension communicationnelle, et est devenu finalement un mix entre programme, lieu de vie, base de données, etc. Donc c'est le fameux passage du web des documents au web des profils que j'évoquais tout à l'heure, qui fait que il y a une remodélisation complète de l'ensemble de l'environnement numérique, qui fait que toute information aujourd'hui est personnalisée. Toute information n'a de valeur que si elle est sur mesure, donc rapportée à un profil, filtrée par un profil, cadrée par un profil. C'est-à-dire que je pense que le profil devient... vous voyez, c'est pas la représentation ou la projection de quelqu'un, c'est à la fois un carrefour, un point d'accès dans l'environnement, mais c'est aussi une grille de lecture, c'est un système d'organisation, hein, donc c'est pas du tout, encore une fois, un récit de vie ou une image de soi. Je vais passer là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est dans l'évolution justement du profil et donc des modes de présence sur le réseau, c'est le fait qu'on est passé d'une représentation de la maison, hein, à finalement, dans les fameuses home pages, à quelque chose qui est beaucoup plus sur le mode du flux, hein, le fil, la timeline, etc. Et on voit qu'il y a une inversion progressive du sens de la contrainte. Aujourd'hui, c'est vraiment le dispositif de la plateforme, hein, qui va complètement construire justement les déclinaisons, hein, de l'identité, et c'est pas juste un ajustement à la communauté au sens social. Alors, on me dit que c'est fini, j'aurais quand même aimé... Est-ce que je peux prendre 2 minutes pour au moins aborder la dernière partie qui, évidemment, est importante à mes yeux. Alors, ce que je voulais mettre en avant pour finir, donc, c'est la notion de milieu, d'écosystème, pour proposer de reconsidérer, repenser complètement la présence numérique comme justement une manière d'habiter un milieu, une manière de prendre part à un milieu, avec, donc, ça a été dit déjà par d'autres tout à l'heure, ce qui me réjouit, donc une approche qui appelle à ce moment-là une écologie de la présence numérique, qui ne soit pas soluble dans cette seule économie. Alors, écologie de la présence numérique, ça supposerait quoi ? Ça supposerait d'admettre une connaissance sans surplomb, c'est-à-dire qu'on n'est jamais en dehors du milieu, hein, c'est toute la question comment connaître son milieu. Le milieu, contrairement à ce que montre le film Truman Show, dont vous voyez là une image, évidemment, on ne peut jamais vraiment le toucher, encore moins ouvrir la porte et en sortir. Et justement, il faut accepter cette impossibilité du surplomb.
Une écologie de la présence, ça voudrait dire aussi favoriser ce qui irait dans le sens d'un développement durable par opposition à l'obsolescence programmée. Ça voudrait dire aussi repenser les données personnelles sous l'angle des communs. Ça voudrait dire également repenser l'oubli, non pas donc en termes d'effacement des traces, mais véritablement dans le cadre de politiques d'adoption et de transmission. Je vais essayer de résumer pour une dernière diapo. Pardon, c'est celle-ci sur laquelle je voudrais m'arrêter pour finir d'expliciter le titre que j'avais donné à cette intervention. C'est donc cette notion de transmédia. Je pense que là, on a une expression, je ne sais pas si un concept extrêmement riche, extrêmement intéressant, qui mérite qu'on s'en saisisse bien au-delà de ces usages actuels, qui renvoient plutôt à des dispositifs, vous le savez, de narration et ou de marketing, notamment dans le domaine audiovisuel. Alors moi, j'étends un peu cette notion de transmédia en insistant sur l'idée du savoir traversé. Je pense que la présence numérique consiste, ou en tout cas devrait de plus en plus consister, mais ça suppose aussi des encouragements, des apprentissages, des conditions à mettre en place, mais suppose de savoir traverser cet environnement. Je pense qu'il y a un enjeu très important dans ce savoir traverser, parce qu'une des logiques des grands acteurs du web, c'est au contraire d'enfermer, de construire des silos, de construire des enclosures et d'enfermer les internautes dans des univers clos, c'est-à-dire des univers censés être complets, autosuffisants, mais en empêchant le plus possible donc l'internaute de sortir, par exemple, de la plateforme. C'est ce qu'on voit notamment sur Facebook, où on peut maintenant l'utiliser comme moteur de recherche pour consulter les journaux, pour voir les informations, pour regarder les vidéos, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de sortir. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu donc, très grand à, au contraire, mettre en avant la dimension transmédia, mais pas comme une qualité en soi, mais comme une pratique, quelque chose justement qui n'est pas calculable, qui n'est pas programmable entièrement, savoir changer de dispositif, savoir changer de lieu, savoir bifurquer. Donc ça, c'est une habileté, je crois, qu'il faut développer. Je vais m'arrêter là. Bon, il y a beaucoup d'autres choses dont j'aurais pu vous parler, mais je le ferai peut-être en répondant à des questions, ce sera plus simple. Je vais finir sur plutôt sur celle-ci. Alors, je précise que si vous voulez retrouver le support et notamment les diapos que j'ai pas pu commenter, mon support est en ligne sur mon site, je l'avais marqué au début, j'ai oublié de le redire. Donc je vais répondre, je pense, à vos questions, parce que peut-être beaucoup de choses n'ont pas été très claires vu le rythme. Merci.